Bonjour à tous, bonjour Essam. Bonjour Maxime. Merci d'être aujourd'hui avec moi dans le bureau de Snowflake. Tu es donc le cofondateur de Starlake et je t'ai invité aujourd'hui dans nos bureaux pour qu'on puisse discuter un peu de ce que fait votre solution, ce qu'elle apporte. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Moi, Essam, j'ai à peu près une expérience dans la data d'une quinzaine d'années. En 2012, donc, on a commencé à travailler sur des solutions Big Data on-premise. Très vite, est arrivé le cloud et où on a commencé à construire auprès de nos clients des data platforms on-premise, puis ensuite sur le cloud très rapidement. Et en 2017, avec ce qu'on appelle une bande de copains, on a sorti Starlake, qui aujourd'hui est présent et gère à peu près 100 Tera au sein de nos clients. Et la grande nouveauté, c'est effectivement Starlake au sein de Snowflake, où on est là pour en parler. Donc Starlake, c'est une solution pour la préparation, la transformation de données. Il y a plusieurs solutions sur le marché qui font cela. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est unique chez vous, ce qui vous a motivé à créer cette solution? Avant tout, Starlake, c'est un outil qui va chercher dans la simplicité. Je pense que comme tu es de Snowflake, tu sais bien que la simplicité ne signifie pas que l'outil est simpliste, mais au contraire qu'il va réussir à cacher cette complexité interne, tout en y donnant accès à l'utilisateur par un autre moyen. C'est notre leitmotiv, c'est la simplicité. Aujourd'hui, au même titre que Snowflake, je dirais, c'est SQL First. D'accord. SQL First, mais avec les outils graphiques, avec l'aspect déclaratif, et évidemment avec l'aspect CI/CD qui va bien pour qu'on puisse industrialiser toutes ces solutions. On s'adresse donc pour le coup très rapidement à des utilisateurs qui peuvent être des data analystes, mais qui vont quand même faire de la data ingénierie sans avoir de compétences particulières, mais aussi aux data ingénieurs qui vont pouvoir pousser l'outil très loin. Tu peux imaginer comme une personne qui utiliserait Snowcli pour aller dans le détail, au lieu d'utiliser Snowsight. C'est un peu le principe, mais je pense qu'au travers de la démo, on le verra, c'est un outil dédié aux utilisateurs qui veulent aller vite, simplement, et construire des solutions qui pourtant sont complexes. Alors on a 3 éléments importants qui sont moteurs dans notre collaboration avec Snowflake pour venir sur la marketplace Snowflake, c'est que les clients sont demandeurs de sécurité. Alors le SaaS c'est bien, on peut avoir des solutions cloud, mais partager sa clé ou avoir de l'exfiltration de données vers le clouder, c'est un risque que beaucoup d'entreprises ne peuvent pas prendre. Et donc en étant intégré à votre solution, on reste au sein de Snowflake avec la garantie que les data restent à leur endroit et que les clés de sécurité ne sortent pas. Et donc, je travaille avec beaucoup de clients du secteur financier, des assurances, des banques, des fonds d'investissement. Typiquement, ils utilisent le Private Link pour se connecter à Azure ou à AWS ou à GCP. Et ça a été un point de douleur, je vais dire. Comment avoir un écosystème d'outils autour qui vont permettre de préparer les données, de les ingérer et de rester sécurisé en Private Link. Typiquement, la gestion des clés en Keeper, c'est difficile. Typiquement, c'est des problèmes qu'il faut à chaque fois régler. Et je pense que c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant que vous ayez un outil qui vient vraiment augmenter Snowflake. C'est des choses que nous, on ne fait pas. On n'a pas ces capacités d'accompagner vraiment un analyste à être capable d'aller découvrir les données, les transformer facilement avec l'interface que tu m'as montrée, tout en restant dans l'environnement sécurisé de Snowflake. Alors, je te remercie pour la transition. La simplicité est le deuxième maître mot après la sécurité pour nous. C'est effectivement avoir une solution simple. Et avoir une solution simple ne signifie pas juste une interface utilisateur avec des accélérateurs pour permettre d'aller plus vite, mais c'est aussi la simplicité dans ce qui est généré, dans ce qui est produit, dans ce qui est exécuté. Starlake vient avec une solution qui s'appuie complètement sur le framework Snowflake. Donc quand on fait du chargement, on utilise les routines Snowflake. Je vais même aller plus loin, quand on fait de l'orchestration, on utilise Snowflake Task, qui est l'orchestrateur intégré de Snowflake. C'est pour te dire, la simplicité, c'est aussi dans ce qui est produit, dans ce qui est exécuté. On ne gère pas un environnement Starlake au sein de Snowflake, non. Starlake s'appuie sur Snowflake. Et c'est ce qui, je pense, apporte aussi autant de simplicité que l'interface utilisateur. Le dernier point, c'est le pricing. C'est un élément important pour nos clients. On a souvent vu des clients qui commençaient à rechigner, à exécuter leur traitement parce que certaines solutions s'appuient sur le run. Donc, c'est-à-dire le nombre d'exécutions des modèles ou des transformations ou des ingestions, ou même parfois ce qu'on appelle le Monthly Active Records, c'est-à-dire combien de records sont actifs tous les mois.
ce qui reviendrait à prendre une part du chiffre d'affaires de l'entreprise. Plus elle performe, plus je performe aussi, ce qui ne nous a pas paru très fair. Et donc, ce qu'on va appeler, nous, le fair pricing, et j'espère qu'on aura l'occasion de développer là-dessus. Donc voilà, trois points essentiels pour nous. Ok, le fait donc que ce soit simple, le fait que ce soit sécurisé, et puis avoir un pricing fair. C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu un scénario d'utilisation? En gros, comment ça se passe l'utilisation de Star Lake dans la vie de tous les jours des utilisateurs? Tous les modules sont optionnels. On peut décider de faire de l'extraction, du load, de la transformation, et on n'est pas obligé de faire les trois. Donc Star Lake va s'intégrer à la plateforme. Mais prenons le cas habituel où on a à partir des systèmes opérationnels, on récupère des fichiers qui nous arrivent, qu'on va charger dans le data warehouse, qu'on va transformer pour sortir des insights, hein, c'est quand même là la valeur, et derrière qu'on va orchestrer pour avoir ce qu'on appelle les KPIs réguliers. Sur Snowflake et avec Star Lake, c'est assez simple. On va s'appuyer sur les stages Snowflake, qui sont des external stages, qui vont pointer sur n'importe quel cloud bucket, quel que soit ton provider. On pose les fichiers là, à partir des patterns de fichiers, tout ça défini graphiquement, eh ben on va charger les fichiers dans les bonnes tables en inférant les structures de création de tables. Avec Star Lake, on a un schéma on-read, c'est-à-dire que c'est Star Lake qui va créer les tables, faire le nécessaire sans que l'utilisateur n'ait le moindre DDL à écrire. Voilà. Et donc ça apporte une productivité assez importante, plus l'évolution de schéma, les transformations pareil, on va écrire juste du SQL, on va définir ses stratégies de matérialisation de manière déclarative, et une fois qu'on a terminé, on va orchestrer. Et je pense que là, on a un différenciateur assez important, c'est qu'en fait, on a deux types d'orchestration. Le top-down, je ne vais pas en parler parce qu'il est assez simple, et on le fera dans la démo parce qu'il est assez simple, et on a aussi ce qu'on appelle l'orchestration bottom-up. L'orchestration bottom-up, cela signifie que tu ne t'occupes de rien. Tu n'as pas à orchestrer. Star Lake va déterminer le lineage de tes requêtes, va inférer l'ordre d'exécution tout seul, et va se déclencher à chaque fois que nécessaire, sans que tu aies mis le moindre schedule, y compris pour les loads. Et donc, vous avez un mécanisme pour faire ça, une sorte de code Jinja, quelque chose comme ça qui est nécessaire pour utiliser? Non, il n'y a pas de code Jinja. Je reviens, chez nous, il n'y a pas de code Jinja, c'est du SQL et du SQL Snowflake et rien d'autre. C'est-à-dire que vous allez comprendre... On va analyser la requête. On a donc ce qu'on appelle un parseur de requêtes. On s'appuie sur un projet auquel on contribue et qu'on finance, qui est un projet JSQL Parser, hein, à peu près 6000 stars sur GitHub. Hein, donc c'est vraiment de l'open source qu'on partage. Et donc plus l'analyseur, hein, qui c'est JSQL Transpiler, qui est également open source, qu'on met à disposition, qui permet de construire non seulement le table level lineage, mais également le column level lineage. Donc on a vraiment une visibilité complète de son chemin. Donc là, l'intérêt, c'est je n'ai pas envie d'orchestrer, que ça s'auto-orchestre, ça peut le faire aussi. Évidemment, on peut également poser les schedules si on souhaite. Donc c'est ça, quand tu disais que c'est simple et facile pour un analyste, il n'a pas besoin de connaître spécialement du Jinja ou d'aller faire autre chose que du SQL. Absolument. Je vais rajouter un des grands pain points qu'on a constaté nous, c'est l'orchestration. Les data ingénieurs passent énormément de temps à construire ce qu'on appelle les DAG d'orchestration ou les scripts d'orchestration. Et donc à rechercher l'ordre dans lequel exécuter. Du coup, on a du scheduling qui est fait et parfois les jobs passent plus de temps que prévu. Et on a une désynchronisation. C'est tout ça aussi qu'on simplifie pour le data ingénieur et afin qu'il puisse se concentrer sur d'autres tâches. J'avoue, pour moi, c'est une proposition très séduisante parce que même en travaillant chez Snowflake, tu ne te rends pas compte à quel point je passe du temps à aider des clients qui ont des problèmes avec Airflow, typiquement, et quand les jobs Airflow ne s'exécutent pas au bon moment, quand ils bug, quand il y a un problème de RAM, quand le job tombe out of memory, ça arrive vraiment souvent. C'est une grosse partie de mon travail d'accompagner les clients et de résoudre ces problèmes-là. Et se dire qu'on n'a pas besoin de faire ça, en fait. On peut faire tout dans Snowflake avec des tasks qu'on peut gérer, comme tu le disais, de façon bottom-up, c'est-à-dire en fonction du besoin final, de venir voir quelles tables sont nécessaires. C'est vraiment une proposition séduisante. Est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment ça fonctionne concrètement? Absolument. En tant qu'administrateur, je suis invité à installer Star Lake. Alors évidemment, tout est déjà pré-rempli. J'arrive sur ma plateforme, mes catalogues d'applications. Tiens, Star Lake est là. Il suffit de cliquer dessus. Je revois les actes. Là encore une fois, on voit l'aspect sécurité de Snowflake, hein, c'est qu'on ne peut pas sortir de l'univers Snowflake. Et là, on voit que c'est optionnel, évidemment, ceux qui veulent aller sur GitHub, par exemple, pour le stockage des artefacts. On n'en a pas parlé, mais c'est une solution Git-friendly, hein, évidemment.
Voilà, donc j'ai accepté les conditions d'accès. Évidemment, on peut en avoir aucune. Et Star Lake s'installant dans Snowflake, on va plutôt dédier un warehouse à Star Lake pour bien pouvoir suivre au niveau coût. On voit bien que c'est juste un X small. Ce warehouse sera utilisé par l'application Star Lake en elle-même, c'est pas spécialement le warehouse utilisé pour générer les requêtes et exécuter les requêtes. C'est complètement indépendant. Oui. On voit, et on a une URL formidable, cette URL qui est toujours Snowflake Computing App, qui montre qu'on est encore chez Snowflake et qu'on ne sort pas du tout de Snowflake. Donc ça, c'est le point de sécurité le plus important. On peut arrêter l'application à tout moment pour la redémarrer ensuite, mais il faut savoir qu'elle est en auto-résume, puisque Snowflake permet de faire de l'auto-résume. Donc une inactivité ne consomme pas de crédit sur Star Lake. Donc là, j'arrive sur l'URL, évidemment authentification Snowflake, ce qui signifie qu'on ne peut pas accéder à Star Lake sans l'authentification Snowflake. Donc on va créer un projet. Écoutez, hop, on va se faire une petite boulangerie, donc MyStarBake. Et puis quelques étapes. Je configure ma connexion. Allez, on va prendre ça. Là. Voilà, mon warehouse. On remarque que ce n'est pas le warehouse de. D'accord. Le warehouse utilisé pour l'application en elle-même n'est pas celui qui va exécuter les requêtes. Absolument. On va partir sur public, on teste notre connexion. Voilà. Et Snowflake nous dit c'est parfait, vous pouvez continuer. L'orchestration. Et là, c'est ce dont on est probablement le plus fier, c'est directement les tasks de Snowflake. On peut utiliser d'autres orchestrateurs, mais on privilégie évidemment Snowflake Task sur Snowflake. Bon, Git, on ne fera peut-être pas faire de connexion à GitHub. L'intelligence artificielle, on y reviendra lors d'une prochaine présentation, j'espère. Et je finalise ma création de projet. Donc là, mon projet est prêt. On va faire un petit scénario de chargement de fichiers. Ce que je vais faire, c'est d'abord créer un domaine. Un domaine en Star Lake, correspondra à un schéma en base de données. D'accord. Si le schéma n'existe pas, il sera créé. On va commencer à charger des fichiers. Bon, là, j'en ai 3. Un CSV, 2 JSON. Donc là, allez, un customers comme et next. Star Lake va chercher à inférer le schéma à partir des données, nous propose éventuellement un certain nombre de types, et on y reviendra à ce qu'on appelle les types sémantiques, on y reviendra tout à l'heure. Puis, donc là, je finalise, et donc on vient d'enregistrer le schéma de cette table-là, parce que il nous convient. Bon, on va le faire on l'a fait pour sa table customer, on va le faire pour les quelques autres tables, allez, très rapidement. Donc là, ce que tu vois, c'est voilà, c'est la création des structures, c'était ma table orders, donc c'est order ID, ma clé. Je termine. Troisième fichier que j'aimerais bien charger pour alimenter mon data warehouse, c'est product. Allez, mes produits. Next. Là aussi, alors on peut ne pas définir ou définir, mais j'en définis un quand même. Je finalise. Et là, ce que je viens de faire, c'est de créer mes structures de tables en base de données. Tout ce travail-là est fait automatiquement et ce qui est important, c'est qu'il est aussi versionné. Donc on a un versionning de tout ce qui a été fait. Donc par exemple, ce qu'on a chargé, c'est ce fichier-là et on reconnaît les colonnes, les attributs et la CI/CD va pouvoir faire son travail automatiquement lorsqu'on va aller exécuter les données ou revenir à des versions antérieures si on le souhaite. Tu en parlais tout à l'heure, mais vous gérez aussi l'évolution des schémas. Si quelqu'un ajoute une colonne, vous gérez l'ajout de cette colonne. Absolument. Très bien, donc là on a nos tables. D'ailleurs on voit qu'on récupère de la base de données ces tables-là. On peut aller évidemment regarder leur structure plus en détail, toutes les fonctionnalités classiques. Mais là j'ai ce qu'on appelle mes sources de données. Évidemment, je peux partir de sources de données existantes. On va commencer à écrire nos premières transformations. On va démarrer avec le SQL. Quelques analytics, absolument. Quelques analytics. Donc là, j'ai créé mon domaine. Mon domaine, encore une fois, c'est le schéma dans lequel je veux mettre mes analytics. Et puis, allez, Customer, Purchase, History, qui est le nom de mon modèle. Le nom de mon modèle, c'est la task qui va s'exécuter. Bon, là, j'ai quelques requêtes que j'ai préparées pour aller assez vite.
Voilà, donc ça c'est mes requêtes. Évidemment, c'est un outil avec l'autocomplete, tout ce qui va bien. Ce que va faire, je sauvegarde. À ce moment-là, il infère également automatiquement le create table qui devra être fait et les types pour chacune des colonnes de ma requête SQL. Donc c'est là qu'on voit qu'on analyse le SQL et tu l'as bien vu. Bon, je vais sauvegarder. Il détecte qu'en fait que toutes ces colonnes sont nouvelles, il ne les connaissait pas. Et ce que tu remarques, c'est qu'il n'y a aucun Jinja. Tu me parlais tout à l'heure de Jinja. C'est des vraies tables. À la limite, tu as envie de travailler dans Snowsight, tu travailles dans Snowsight parce que ça t'aime bien Snowsight, etc. Tu viens, tu copies-colles. Le même code peut s'exécuter dans Snowsight ici. Voilà. Tu as besoin de partager une requête par mail, pas besoin que l'utilisateur ait en face Starlake, tu lui envoies ça à la requête, il exécute et c'est bon. Voilà. On va en faire une autre, allez, order item analysis par exemple. Je dois t'avouer que c'était un peu un de mes problèmes quand je travaille avec du Jinja, c'est le testing. Quand je veux tester mes requêtes localement, j'ai envie de tester une partie des requêtes, ben, ça prend du temps. Remplacer les objets manuellement. Absolument, absolument. Puis en termes de collaboration, comment fais-tu avec un utilisateur qui n'est pas sur le même environnement, le même projet que toi? C'est aussi... Donc là, je crée ma deuxième transfo. Allez, je la run pour m'assurer qu'elle correspond à ce que je veux. Oui, bon, je fais quelques vérifs. Je sauvegarde. Là, encore une fois, same player shoot again, si on peut dire. Il détecte la structure de la table, ça nous convient, on sauvegarde. Donc, ce qu'on vient de voir là, c'est que ça va très très vite pour créer également ces transformations. En fait, une transformation, c'est pas... On a vu qu'on a fait qu'un select, mais une transformation, c'est l'insert en table. C'est l'insert. Bien sûr. Alors, potentiellement un merge, un update. Starlake se distingue également par le fait qu'on définit des write stratégies. Là, on est en append. Autrement dit, si je reviens sur le code qui sera transpilé, je constate que si la table n'existe pas, ce sera un create as select. D'accord. Si elle existe, ce sera un insert into. Admettons qu'on veuille faire une stratégie assez complexe. Prenons par exemple le SoChanging Dimension. D'accord. Je vais lui dire order ID, en timestamp, on va prendre order date. Et donc vous saurez à partir de quand et jusque quand chaque record est valable. C'est ça, c'est absolument ça. Ça nous permet en fait d'historiser les records. Par contre, de rendre actives les dernières valeurs. Et ça veut dire qu'un simple insert n'est pas suffisant aussi? Non, c'est terminé. On ne peut plus faire qu'un simple insert. C'est pour ça qu'en revenant ici, donc évidemment on rafraîchit, on voit qu'on a cette énorme merge into. Donc on a juste fait un select, mais en fait derrière ce qui sera exécuté, c'est tout ce merge into. Tu vois bien que c'est quand même beaucoup de code qu'on évite. Avec le one match, tu reconnais, enfin, les experts reconnaîtront, one not match, avec insert, et donc dans certains cas ce sera un update, dans certains cas c'est un delete. Et là on offre plusieurs stratégies. D'accord. Là en l'occurrence pour cet exemple, l'append, la question c'est très bien, sur quelle table s'appuie Customer Purchase History, sur quelle table s'appuie Order Item? Est-ce qu'on va aller regarder la requête SQL? Non. On va regarder le lineage directement. D'accord. Et donc, c'est là qu'on a un lineage qui va jusqu'à la colonne ou qui peut se limiter à la table si on souhaite se limiter à la table, évidemment. Bon. Là, nous, pour l'objet de la démo, on va aller assez loin. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, pour construire Order Item Analytics, on le voit bien à cette icône qui montre que c'est une task, donc ce n'est pas une table qu'on a chargée. On s'appuie sur une CTE, on voit bien que la couleur est un peu différente, et cette CTE est construite à partir de deux tables. On voit bien ces deux tables. Mais en fait, il y a des transformations qui sont faites. Notamment le purchase item. Ah, comment est-il calculé? Je ne vais pas aller regarder dans mon code SQL, je vais passer ma souris par-dessus, et donc je fais une agrégation entre le nom du produit et la quantité. Voilà, donc ça c'est un exemple. Le total order value, c'est effectivement la multiplication du prix unitaire par la quantité. Je fais la somme globale et j'obtiens mon total order value. Donc on voit bien que ce lineage-là, en fait, correspond au lineage d'exécution des tasks. On n'a pas besoin de le construire, il est là. Il nous montre bien que lorsqu'un nouvel order arrivera ou lorsqu'un nouveau produit arrivera, eh ben, il faudra déclencher ce modèle-là. Et l'effet vertueux, c'est qu'il ne se déclenche qu'en cas de nécessité, et donc on limite les coûts. On peut même aller plus loin. Allez, on va essayer même d'aller plus loin, c'est-à-dire avoir vraiment une arborescence assez complexe avec overall KPIs. Alors, je n'avais pas l'intention d'aller jusque-là, mais je pense que ça vaut le coup d'aller jusque-là, parce que ça va nous permettre de voir à quel point ce lineage est important. Donc là, sauvegarder. Alors pareil, là il va nous identifier quelle est la structure de la nouvelle table.
je sauvegarde, j'ai ma structure de nouvelle table, voilà mes requêtes, voilà mon lineage. Allez, on agrandit un peu. Et ce qu'on constate, c'est que cette transformation-là est issue, encore une fois, de 2 CTE, parce qu'en général, quand tu fais du SQL, que tu as 2000 lignes, c'est bien de pouvoir découper en CTE, et que ces CTE s'appuient sur le résultat des transformations antérieures qu'on a vues tout à l'heure, y compris ici, où on peut aller très très loin, et là, on a ces transformations. Et donc, ce graphe-là correspond à l'ordre d'exécution des tasks qu'on aura. Ouais. Encore une fois, soit on laisse Starlake tout faire tout seul, et il fera le scheduling tout seul, soit il nous suffit de poser le schedule parce qu'on veut le faire à un moment donné en particulier pour des raisons spécifiques. Mais poser le schedule, c'est-à-dire poser l'heure à laquelle doit s'exécuter la tâche, devient plutôt l'exception que la généralité. Ouais. C'est surtout ça qui rend la solution très très simple. Bon, là, on a à peu près tout, je pense qu'on a pu voir. Il nous suffit maintenant d'orchestrer. Alors, pour orchestrer, on a besoin d'aller voir nos configurations de load. Et là, j'ai besoin de préciser où sont mes données. D'où est-ce que je les charge? Alors, évidemment, moi, je les charge d'ici. Donc, on est sur Google Cloud Storage. Je suis sur Google Cloud Storage. Et heureusement, je n'ai même pas besoin d'aller en fait sur Google Cloud Storage, puisque, encore une fois, quand on est dans Snowflake, tout est à disposition. Je vais dans mon Database Explorer. Je vais dans mes stages. On est sur Azure, on peut le voir là aussi. Oui. Mais donc depuis Azure. UK South London, sur Microsoft Azure. Et tu vas aller rechercher des données depuis qui sont sur Cloud Storage. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tout à l'heure, j'ai eu un mauvais réflexe, c'est d'aller voir sur Google Cloud Storage. Mais en fait, ce qu'on voyait là et ce qu'on va voir là aussi. Bon, tu codes refresh pour qu'il aille chercher les dates. Donc archive incoming TMP qui correspond à archive incoming TMP qu'on a là. Donc, on voit bien qu'on n'a jamais besoin de sortir. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de ne pas sortir, puisque là, pour préciser le stage où je veux aller chercher les données, il me suffit, hop, de faire un copier-coller de ce que m'indiquait là, /incoming, et je peux sauvegarder. Voilà. Voilà, je m'assure que toutes mes, tous mes paramétrages sont bons, ma config est prête. Posons les schedules. Bon, on va poser des schedules. On peut les mettre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les mettre à l'heure près. On peut les mettre à la journée. Donc, je vais mettre pour order daily et product daily, par exemple, ou orly pour product. Allez, hop, soyons fous. Donc, on a des horaires qui ne sont pas définis. Et je vais peut-être mettre pour Starlake API, celui-là, juste pour l'effet de la démo, parce qu'en général, c'est plus simple de voir. En démo, quand il y a un schedule, eh bien, écoute, tu t'exécutes toutes les heures. Je ne mettrai pas de schedule pour cela. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des KPI intermédiaires. J'ai décidé que c'était KPI intermédiaires. Ce qui m'intéresse, moi, c'est le dernier, le overall KPIs. Et c'est lui qui va exécuter ce qu'il y a là, exécuter ce qu'il y a là, et si nécessaire, regarder s'il faut exécuter cela si les données ne sont pas fraîches. C'est-à-dire, si celles-là sont antérieures à un jour, il les exécutera. Maintenant, il ne reste plus qu'à lancer la génération de DAG. Eh bien voilà, nos DAG Snowflake sont prêts. Et là, tu vas me dire, oui, mais donc on va commencer à exécuter les tâches, regarder ce que ça fait, et est-ce que ça fait ce que je veux? Et si on faisait un dry run? Alors, le dry run, la particularité, c'est que sans déployer, tu vois bien cette icône est orange, sans déployer le DAG, on va pouvoir simuler l'exécution de la task sur Snowflake et avoir en retour l'exhaustivité des commandes SQL qui seront lancées et l'ordre dans lequel elles seront lancées. Donc c'est pas quelque chose qui va allumer la warehouse pour exécuter les requêtes sur Snowflake, ça se passe localement? Absolument, absolument. Par contre, on va sur Snowflake pour faire le dry run et récupérer des informations. Donc là, on a vu les différents crons qui étaient paramétrés. C'est ce qu'on a fait, c'est les schedules qu'on a fait, qu'il a reconnu. Il va regarder son état et on va retrouver donc le graphe d'exécution. Tout ça, c'est un peu la préparation. Et ce qu'on va voir surtout, c'est le début de notre script. Starbake Analytics, si le schéma n'existait pas, il faudra le créer. On va aller notre requête SQL qui est en insert into parce que la table existe maintenant. Et donc, il va faire un insert into
Pour la première table, c'est Customer Purchase History, si on se souvient bien de notre ordre de DAG, tout ça. Bon, enfin, donc, je vais passer un peu, mais tu peux regarder et observer tout ce qui a été construit. Qu'est-ce qui va s'exécuter? Au final, ce n'est pas une boîte noire. Au final, c'est un script SQL très clair qui s'exécute. Absolument. Un copy-paste, tu peux les changer, le regarder tranquillement sur Snowsight si tu préfères, les exécuter pas à pas. Souvent, tu sais, tu as parfois besoin de t'assurer que c'est exactement ce que tu souhaites. On va, une fois qu'on a généré, on va déployer. Déployer, ça complique. On peut faire un déploiement unitaire, mais on peut aussi déployer tout d'un coup. On peut également exécuter l'ensemble les DAG un à un. D'accord. On peut aussi faire quelque chose qui est intéressant, qui est le backfill. Le backfill, c'est-à-dire j'aimerais bien rejouer mes tâches pour une période antérieure. Et donc l'intérêt de jouer pour une période antérieure, c'est que tu as eu un incident il y a un mois, donc tes données n'étaient pas à jour, et parce que tu n'avais pas reçu les fichiers à l'époque, ton fournisseur était défaillant. Donc tu peux les rejouer depuis cette date-là à partir de ton interface ici, tout simplement. Et il va les rejouer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tout à l'heure, c'est qu'il va faire le skip automatique des tasks pour lesquelles ce n'est pas utile. Donc là, tout est vert, donc je passe. Tout est vert, pas la peine de regarder le rapport de déploiement. En fait, si on, alors, ah oui, j'avais mis dans, je n'ai pas précisé mais c'est dans public. Si je n'ai pas précisé, c'est dans public. Et là, on a nos tasks. Et là, c'est l'exhaustivité de nos tasks qui sont là. On reconnaît la task customer. Si je regarde mon graphe, c'est bien, elle ne dépend de rien, ne dépend que d'elle-même. Par contre, si je vais regarder KPI task, le graphe de KPI task, et là, on reconnaît le graphe classique. Alors, je ne vais pas zoomer parce qu'on rentre dans vraiment tout ce que nous offre Snowflake. On peut faire un run. Donc là, on voit bien hop qui se démarre. Et puis, on peut aller regarder dans Run History ce qui est en train de se passer. Donc, on voit bien qu'il y a l'exécution en cours. Là, c'en a un autre qui s'était exécuté. On peut aller regarder celui qui s'était déjà exécuté, faire un query télémétrie. Enfin, là, c'est tout l'apport de Snowflake où je peux aller regarder mes logs. Et ce qui est intéressant dans Star Lake, c'est qu'on va voir l'exécution de chacune des requêtes, et ça c'est évidemment Snowflake qui nous l'offre, mais encore une fois c'est l'intégration à la plateforme. Donc, alors je pourrais continuer à parler du rôle aussi de l'administration de données, puisqu'on a parlé de gouvernance, notamment les types est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que l'utilisateur, le data analyst ou le data ingénieur travaille avec ce qu'on appelle des entités métiers. Il ne voit pas directement le type mappé Snowflake integer pour un long, par exemple. Il n'a pas toujours besoin de savoir exactement quel est le type de données dans la base. Absolument. Et il va pouvoir même travailler avec des types sémantiques. D'accord. Là, typiquement, email, on va vérifier ce pattern-là. Des choses que nous, on ne gère pas par défaut dans une base de données, forcément. Parce que tu es SQL. Vous définissez une règle au-dessus de cette objet-là. C'est ça. Et tout ça permet de paramétrer la plateforme. On peut évidemment paramétrer les connexions, aller très très loin. Et là, on a toutes les options possibles sur Snowflake. J'en passe. Donc, on peut vraiment aller très très loin dans la configuration. Merci Raissam. Je pense que tu nous avais parlé en début de conversation d'une solution simple, une solution sécurisée et une solution, efficace et fair au niveau du prix. Je pense que tu as pu nous montrer comment c'était sécurisé. Moi, je suis vraiment séduit par le fait qu'au final, c'est une native app qui est installée dans Snowflake. C'est-à-dire qu'il ne faut pas ouvrir une autre URL, puisque l'URL, c'est l'URL du compte Snowflake, qui est déjà en private link, qui est déjà intégré dans le système du client. Ensuite, on va se connecter avec une partie des utilisateurs Snowflake qui sont autorisés à aller créer des modèles, faire les analyses. Donc, toute cette population de data analystes qui va être intéressée par la création. Et puis la simplicité, moi je suis vraiment séduit par l'expérience déjà de préparation des données, d'ingestion. Tu vas rechercher tes données depuis un stage, et tu vas les intégrer dans des tables dans Snowflake, tu vas faire tout en SQL. Le fait qu'on ait tout en SQL, que vous ayez un parseur, que vous soyez capable de créer cet arbre donc, de lineage des données, moi je trouve ça super efficace. Ayant pas mal travaillé avec du Jinja aussi, je vois l'intérêt et je vois le fait que parfois c'est gênant quand on veut tester et collaborer. Donc pouvoir le faire en SQL, pour moi, c'est un plaisir, vraiment. Et puis l'intégration avec les tasks, c'est quelque chose que nous, chez Snowflake, on discute constamment avec les clients. Le fait que si les tasks s'exécutent dans Snowflake, on peut monitorer l'entièreté du process, on peut regarder tous les logs, on peut avoir beaucoup plus d'informations et être plus efficace dans le debugging, dans l'implémentation, que si on utilise un orchestrateur externe. Au final, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc le fait que vous soyez capable de parler la langue de Snowflake vraiment,
d'aller vérifier si les objets existent, s'ils n'existent pas, d'aller faire les inserts, les merges, avoir ces stratégies, aller créer des tasks. Je trouve que vous enlevez vraiment encore toute la complexité en fait. Le développeur se focus simplement sur écrire ces 4 ou 5 modèles ici en SQL qu'on a vus ensemble, et tout ce qu'il y a autour, c'est généré automatiquement. C'est vraiment quelque chose qui me plaît bien, et je pense que c'est une philosophie similaire à ce que nous on essaye de faire. Absolument. Chez Snowflake. Encore une fois, je pense qu'on en a parlé au tout début, et c'est ce que je te disais. Snowflake est un modèle de simplicité, et on a essayé de suivre cette voie-là. C'est vraiment le modèle qu'on veut pousser, oui. Et donc tu nous parlais après du fait que ce soit un pricing fair. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il n'y a rien qui s'exécute chez Star Lake. Oui. Il n'y a rien qui s'exécute à l'extérieur de Snowflake. Nous n'avons aucune raison de faire payer le client son activité sur la plateforme. Concrètement, vous n'avez pas de coût variable en fait, c'est-à-dire que vous ne payez Absolument pas de machine, etc. Pour vos clients. Absolument. Donc pour nous, le fair pricing, c'est au nombre d'utilisateurs. Et le nombre d'utilisateurs déclarés dans la plateforme, c'est par siège. Et donc c'est en moyenne 100 € par mois et par siège. Évidemment, quand on dépasse les 50 sièges, à ce moment-là, ce qui est quand même déjà important, à ce moment-là, c'est des tarifs négociés, mais on sait ce que ça nous coûte avant de commencer à utiliser, et ça nous coûte pareil après l'avoir utilisé. Et c'est ce qui est important. Comment est-ce qu'un client peut démarrer avec Star Lake? Direction la marketplace Snowflake. Vous avez l'URL, je pense que tout le monde a l'URL. Et puis, trial, 1 mois d'essai. D'accord, vous avez un système de trial, Absolument. donc vous avez 30 jours. 30 jours d'essai. Où on peut tester. 30 jours d'essai, l'éducateur teste, on peut rajouter autant d'utilisateurs qu'on veut. Et au bout d'1 mois, s'il faut prolonger, on prolonge. Il ne faut pas hésiter à nous contacter sur Slack dès le premier jour d'activité, et l'équipe sera ravie d'apporter son support. C'est super, je mettrai tous les liens vers donc, la marketplace et vers le Slack dans la description de la vidéo. Merci. Merci Haitham d'avoir été avec moi aujourd'hui, et à très bientôt. Merci encore Maxime, et à bientôt j'espère.